Je suis un être de lumière et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les femmes débordées à devenir des femmes épanouies. Alors, je vais commencer par quelques remerciements, parce que c'est important pour moi le merci. Mon premier merci va à l'équipe Co-Wanted, c'est-à-dire Sébastien et André, ici présents, pour la confiance qu'ils me font, pour oser me laisser cet espace pour que nous puissions partager quelques éléments. Et mon deuxième merci, il va à vous, toutes les personnes présentes. Parmi les personnes, il y en a que je connais depuis plusieurs dizaines d'années. Il y en a que je reconnais depuis quelques jours, 5-6 jours, qui sont présents, ça me touche beaucoup. Et puis il y a une personne particulière, elle, c'est elle qui me connaît depuis que j'ai l'âge de 7 ans. C'est ma tante qui me fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable problème concernant l'épanouissement des femmes. Beaucoup de femmes se rendent compte à un moment de leur vie qu'il y a un décalage entre la vie qu'elles mènent et la vie dont elles ont toujours rêvé. Malgré que le fait, elles représentent le stéréotype de la société, elles ont fait des études, elles sont mariées avec ou sans enfants, voilà. Elles sont dans le cadre, mais elles se sentent en décalage. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce décalage, en fait, ce n'est pas lié aux autres. Ça vient quelque part d'elles. Donc, moi, j'ai envie de proposer aux femmes qui veulent être indépendantes, dans le sens avoir une vie professionnelle réussie, avoir une vie familiale, de manière générale ou personnelle réussie, de pouvoir exprimer aussi leur moi, de pouvoir exprimer aussi des choses qui leur sont personnelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles se noient dans ce qu'elles ont mis en place, aussi bien privé que personnel. Il y a elles aussi qui font partie donc, du tableau. Et c'est pour ça que je fais de l'accompagnement pour ces femmes-là. Alors c'est évidemment à partir de mon parcours que je vais parler, mais au-delà de mon parcours, ce qu'il est important, c'est de voir les 5 ingrédients que je considère être importants pour aller vers l'épanouissement. Il ne s'agit pas de recettes. Ces 5 ingrédients, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en retirer et le mixer comme vous le sentez. Donc voilà. Au fil de l'épanouissement, ma trajectoire. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de mon enfance, j'ai eu une enfance privilégiée. Je suis née le 27 avril 1956 au Sénégal, parce que mes parents y ont fait leurs études. Et j'ai vécu sur 3 pays, 2 continents. De 0 à 6 ans, j'ai vécu au Sénégal. De 7 à 18 ans, j'ai vécu au Togo. Et depuis l'âge de 18 ans, je suis en France, qui fait à peu près 44 ans, parce que j'ai 62 ans. Alors, mes parents, ma mère était sage-femme, parmi les premières sages-femmes du Togo. Mon père, lui, a eu plusieurs vies, puisqu'il était professeur de maths, il a été ministre, et il a été directeur d'un lycée. Et il y a une 3e personne dont j'aime à parler quand je parle de mes parents, c'est mon oncle. Mon oncle évêque, Monseigneur Bernard Oguki Atakpa. En fait, il est important pour moi parce que je porte son prénom Bernard. Donc voilà, une enfance privilégiée, déjà dans la mixité dès l'enfance, puisque en primaire, j'étais à l'école de la Marina, où il y avait des personnes de toutes les couleurs. Et une adolescence active et entourée.
J'étais très sportive, oui, 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 très sportive quand j'étais jeune. J'ai gagné des médailles scolaires, c'est vrai. Et cette période était un peu une période d'insouciance. Et elle a été bercée par des périodes dépressives de ma mère. C'est vous dire que c'était de l'insouciance, mais ce n'était pas forcément facile. Et c'est un peu à partir de cette période que j'ai découvert ce qu'on appellerait, que j'ai découvert plus tard, être un phénix. C'est-à-dire apprendre à renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'on tombe, oui, mais on se relève. C'est un peu à cette période-là. Juste avant de quitter le Togo pour la France. Alors ces photos, je les aime bien, bon, mes photos de sport, mes photos avec 3 de mes grandes copines d'époque. Oups, oula, j'ai appuyé un truc qu'il ne fallait pas. Il est où le... Bon, je ne sais pas. Mais, le gros milieu. Voilà, j'aime bien cette photo, c'est avec 2 de mes amis, Irène, Eliane Kofi. Et cette photo, je l'aime beaucoup. Ça semble être une photo banale. En fait, c'est la dernière photo que j'ai prise au Togo quand je prenais l'avion pour venir en France. Donc voilà, c'était la dernière fois que je vivais au Togo, donc elle est importante pour moi. Après, c'est le sport. C'est vraiment pour vous dire que j'ai toujours été très entourée, j'ai toujours été vers les gens. Ça correspond à mon essence, tout simplement. Et puis voilà, je suis en France, je fais des études. Alors, j'ai été une élève qu'on appelle moyenne. Je ne vais pas dire jusqu'à dire très moyenne, mais moyenne, disons. Chez nous, les études n'étaient pas négociables. Comme vous l'avez vu, le niveau de mes parents. Et moi, j'étais un peu coincée avec mes 2 sœurs aînées qui étaient très brillantes. Et la seule activité scolaire dans laquelle je réussissais, c'était le sport. Voilà, c'était mon petit domaine. Donc, je suis venue en France faire des études. À l'origine, mes parents souhaitaient que je fasse médecine, mais je ne le sentais pas. Donc, j'avais décidé de faire pharmacie. Il se fait que c'était dur, hein, pharmacie. Donc, je n'ai pas eu mon année de pharmacie. Et puis, je me suis orientée naturellement vers la gestion. Et c'est là où j'ai avancé quand même, puisque j'ai fini par avoir comme diplôme final DESSS de l'époque. En fait, ça correspond à un Master 2 aujourd'hui, à l'Université de Paris-Dauphine. Je trouve que c'est pas mal pour une... Merci. Pour une élève moyenne. Parler d'une période voilà, qui est très importante, et qui continue d'ailleurs. C'est la période de mes vies de femme. Alors, je pourrais commencer par parler de... Quand j'avais 20 ans, il y a quelque temps, je suis tombée en amour, comme disent nos cousins canadiens, sur le campus de Lille. J'avais rencontré un jeune homme de 20 ans, ici présent. Dans le brouillard, tout le monde cherche, c'est qui? Dans le brouillard lillois. Et en fait, c'était une histoire comme on en a à 20 ans, et sur lesquelles on n'a aucun pari, en fait. On rentre dans l'histoire, puis elle s'installe, puis on se rend compte que ça se passe bien. Les années passent, on teste, on recette, on valide. Et puis, naturellement, nous nous sommes mariés au bout de 5 ans de fréquentation, comme on dirait. Puis, nous avons commencé donc une vie de couple, étudiant, puisqu'on était encore bien étudiants. Puis, nous avons eu des enfants. Que de bonheur, les enfants. Et puis donc depuis, je suis grand-mère, donc mon fils aîné a 2 enfants, je suis donc une grand-mère, une jeune grand-mère heureuse, je vous en parlerai tout à l'heure. Et là, on se rend compte que tout le bonheur qu'on peut avoir en famille est quand même pas si facile que ça à maintenir. Parce qu'à côté de ça, il y a
le travail. Et comme certains d'entre vous le savent, concilier une vie de famille avec des enfants en bas âge, le travail avec l'idée qu'on sera le chef de l'équipe, c'est une petite aventure qui m'est arrivée, je vous la raconterai peut-être tout à l'heure, c'est pas facile. Et donc, nous, à l'époque, on avait pris une babysitter parce qu'on ne pouvait pas rentrer du travail pour 18 heures pour récupérer les enfants. On avait pris une babysitter et la consigne, c'était que les enfants soient couchés à 19h30. Je ne vous dis pas le nombre de fois où je suis rentrée du boulot, prenant le métro avec tout le hasard des métros, pour arriver avant 19h30. Je ne vous dis pas le nombre de fois où je suis arrivée après 19h30. Et où j'étais décomposée de ne pas voir mes enfants ce soir-là, et où je culpabilisais à mort, parce qu'on a vraiment l'impression que on n'est pas une bonne mère quand même, voilà. Je suppose que ça vous est déjà arrivé à quelques-uns d'entre vous ici, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, c'est des moments comme ça qui font qu'on réfléchit, on se pose des questions sur soi. Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qui est important pour nous. On est obligé de faire des compromis. Et donc, voilà, ça, ce sont mes différentes vies de femme. Et j'avouerai que j'ai eu envie de mettre ces photos parce qu'elles retracent un peu cette histoire de la jeune fille, là, toute seule, 20 ans, 21 ans, à la jeune femme, grand-mère, ici. Donc, je suis partie seule. Aujourd'hui, nous sommes 7 et je pense que c'est pas fini. Donc voilà, ce sont mes vies de femmes. Je les ai choisies quelque part, sûrement. Mais c'est ces vies-là de femmes qui m'ont donné à réfléchir et je vais vous en dire un peu plus. Je reviens sur ma carrière professionnelle. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait un DESS à l'Université de Paris-Neuf-Dauphine. J'ai eu une sacrée chance. Comme je dis, la vie me fait beaucoup de cadeaux parce que je n'ai pas eu à chercher mon premier job, en fait. J'étais chez moi et mon prof d'université m'a appelé pour me proposer mon premier boulot. Et à l'époque, j'étais boursière du Togo, j'avais 1500 francs et mon premier job était à 7000 francs. Vous imaginez un peu? Waouh, c'était trop top. Donc à l'époque, je faisais de l'informatique scientifique, parce que je suis de formation scientifique. Donc ensuite, j'ai basculé à l'informatique de gestion. Et j'ai fait des grandes boîtes françaises, CEMA Group, Capcesa, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, j'ai terminé avec Atos. Voilà, ça se passait comme ça pouvait, avec quelques galères, parce que voilà, il fallait mettre tout ça bout à bout. Et j'étais dans cette vie, au bout de 14 ans dans la même société, quand un changement d'organigramme m'a désigné comme la personne de trop dans l'entreprise. C'était un choc. Parce que quand on est dans une entreprise, on fait en fait tout pour être à la hauteur, pour satisfaire. J'ai fait des astreintes, c'est-à-dire passer des nuits, des week-ends à travailler pour cette boîte. Et là, je me retrouve de trop. C'était une épreuve de plus à laquelle il a fallu faire face. Et à ce moment-là, je me suis demandé quel était le sens. Pas le sens du travail, non, le sens de ma vie. Qu'est-ce qui était important pour moi? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Est-ce que vous avez déjà traversé des moments comme ça où vous basculez, Voilà, moi j'ai vécu ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus, parce que j'avais une famille stable. Mon mari, mes enfants grandissants, mes frères et sœurs, et même des amis qui étaient là. J'ai envie presque de vous dire, entourez-vous des bonnes personnes.
parce qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de les avoir. Donc je me demandais quel était le sens de ma vie, pour moi, pour mes proches. Parce que j'avais bien compris que ce qui était important dans tout ça, ce n'était pas mon travail, c'était ma famille. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer le développement personnel grâce à des personnes inspirantes. En fait, j'ai l'impression par moments que par intuition, on sent des choses, on voit des choses, mais on a besoin de personnes qui montrent la voie. Et quand j'ai découvert le développement personnel, ma seule envie, c'était de partager avec tout le monde ce que j'apprenais. Je rigole parce que j'ai une amie qui m'appelait dispatching. Et ça date de l'époque politique du Togo, où on faisait des manifestations, on faisait des tracts en cachette. Et moi, je n'aimais pas aller passer des nuits à discuter. Par contre, j'étais là quand il fallait distribuer les tracts. Donc, un peu les dispatching. Donc voilà, j'ai un esprit de dispatcheuse. J'aime partager. Et donc, c'est assez naturellement que j'ai eu envie de partager, mais de le faire en étant légitime. Quelque part, j'allais dire, on est en France, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on a le droit de les partager. Il faut avoir un tampon. Donc, j'ai fait une formation pour être coach en neurosciences appliquées, pour pouvoir accompagner des personnes qui, comme moi, ont traversé des moments difficiles et qui ont besoin qu'on leur tienne la main ou qu'on les accompagne tout simplement. Et j'ai fait des formations, j'ai fait aussi d'autres séminaires, plusieurs séminaires, et j'ai marché sur le feu. Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins, voilà, qui fait donc des week-ends où on marche sur le feu. Et en fait, c'est pour dépasser ses peurs. C'est, je ne sais pas moi, 3 mètres de cendre, hein, pieds nus évidemment, et on marche sur le feu. Et je me souviens quand j'allais pour ce week-end à Londres, ma fille m'a demandé, maman, tu vas marcher sur le feu? Je lui ai dit, écoute Nelly, je ne sais pas, mais j'en ai envie. Et puis j'y suis allée. Il faut savoir qu'on ne nous force pas, hein. On peut jusqu'à la dernière minute voilà, faire du tour. J'ai seulement dit à ma fille, je crois quand même pas que je vais t'apporter une photo où je serai sur le feu, parce que je ne crois pas qu'on doit traîner là-dessus. Effectivement, on avance vite. Par contre, j'ai fait quelques petites photos souvenirs après. C'est pour vous dire que c'est important dans la vie de dépasser ses peurs, quelles qu'elles soient. Il faut oser être soi. Alors, au niveau de ma carrière, donc, je vous ai mis 2 photos, je ne sais pas si elles se voient bien. La première, je l'aime beaucoup. En fait, là, j'avais 30 ans, j'attendais mon fils, c'était au boulot, c'était avant d'être en congé maternité. Et celle-là, c'est la toute dernière, elle date d'il y a 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, 30 ans, 32 ans séparent ces 2 photos. Et c'est ma vie professionnelle. Puis là, je vais vous parler de ma dernière mission, parce qu'elle est assez particulière. En fait, c'est une mission, c'est peut-être une des plus courtes que j'ai faites. Elle a duré 8 mois. Mais j'ai rencontré des personnes d'une grande qualité humaine. Et c'était tellement dense. Ce qui m'a frappé, c'était qu'il y avait des jeunes de 26 ans. C'était étrange pour moi. Et on travaillait ensemble, on était proches. J'avais déjà croisé des jeunes dans mes missions précédentes, mais pas aussi proches. Et contrairement à ce que je croyais, parce que j'avais quelques idées limitantes là-dessus, n'est-ce pas? Ces jeunes étaient respectueux, ils étaient compétents, ils étaient vraiment de bonne compagnie, parce qu'on se marrait bien, voilà. C'est important à dire parce qu'ils m'ont complètement ouvert à avoir de l'espoir sur le monde professionnel par rapport au renouvellement. Donc voilà, ces 2 jeunes notamment, Halil et Hichem. J'ai passé un moment tellement dense que quand j'allais partir, le vendredi, j'ai quitté un mardi. Le vendredi avant, mes collègues me disent, enfin l'équipe,
Ils me disent, on va déjeuner ensemble. Je dis, ok, très bien, on réserve, tout ça, on y va. Et puis en fait, ils avaient un cadeau pour moi. Je n'y ai pas pensé du tout parce que j'avais prévu de faire un pot, donc je ne m'attendais pas. C'était donc le vendredi. Ok, super, cadeau, nanana. Donc voilà une partie des cadeaux. Et puis le lundi, je fais mon pot de départ. C'était un petit déjeuner. Donc pareil, très sympathique. Cadeau. Très bien. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis aimée. C'est sympa. C'est vraiment agréable voilà, de vivre des moments comme ça. Et je partais donc le mardi. Le mardi matin, vers 11h avant déjeuner, il y a un des chefs qui m'envoie un message en me disant « Marie-Bernard, est-ce qu'à 16h, tu seras encore là? Je veux te faire la bise avant ton départ. » Je lui dis « Écoute, j'avais prévu de partir à 15h, mais s'il y a la bise, je reste. » Bon, donc c'était la petite blague. À 16h, il arrive. Donc dans le service, on était en open space, on est 9 personnes dans l'open space. Il arrive, bon, très bien, normal, c'était prévu. Puis 1 minute après, une personne arrive. 1 minute après, une deuxième personne. Oula, alors j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que je sentais que j'étais entourée. Je sentais que... Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on prépare comme coup? Il n'y avait pas de doute qu'il se passait quelque chose. Ils ne me disent rien, on est juste venus, je dis au revoir. Et là, ils avaient apporté une bouteille de champagne, enfin 2 bouteilles de champagne, des petits fours et encore des cadeaux. Et là, j'ai juste dit merci parce que je ne pouvais pas trop parler, j'étais trop émue, j'avais vraiment pas prévu ça. C'est pour ça que je parle de cette dernière mission, parce qu'elle me permet de quitter mon domaine professionnel en paix, avec beaucoup d'espoir. Et c'est tellement vrai qu'il y a une de mes collègues, une Ivoirienne, qui me dit « Bon, tu reviendras déjeuner de temps en temps avec nous ?» J'ai dit « Oui, ok, bien sûr. » Elle me dit « Bon, c'était un mardi. » Elle me dit « Vendredi, tu viens ?» Je dis « Attends, doucement. Je préparais les 30 ans de ma fille, vendredi. Bon, je dis « Ok, je reviendrai en septembre. » Et puis elle prend une feuille. Et puis elle me dit « Mais tu pourras venir déjeuner 1 fois par semaine ?» Je dis « Non, alors Diane, attends. Je vais revenir en septembre, mais je ne veux pas me programmer un déjeuner toutes les semaines, même si je vous aime beaucoup. » Voilà, c'était un peu ça. La semaine dernière, il y a un des garçons qui m'a envoyé un petit message. « Ah, tu nous manques !» J'ai répondu « Je ne vous oublie pas. » Mais c'est important aussi de créer cette distance au début pour qu'on rentre dans de nouvelles habitudes. Donc voilà, ma dernière mission. Et puis là, ma retraite, 62 ans. En fait, c'est un grand moment de bonheur. Qui parmi vous rêve d'aller à la retraite? Ouais. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que ça finit par arriver assez rapidement. J'ai pas vu tous les bras, là. Ça finit par arriver. Alors, la retraite de quoi? Ah. Il ne s'agit pas d'arrêter les activités, ce n'est pas possible. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai fait à côté de mon travail est déjà là. Il s'agit en fait, une retraite, d'avoir quelqu'un qui vous dicte ce que vous avez à faire de vos journées, de vos heures même. Hein? C'est ça la retraite. C'est d'être maître à bord. C'est de décider de ce que vous voulez faire tous les jours et comment vous allez le faire et de choisir les personnes avec qui vous allez être. Pour moi, c'est ça la retraite. Et c'est quelque chose pour lequel je suis prête depuis 6 ans, plusieurs années. Depuis 6 ans, je dis 6 ans parce que c'est la période où j'ai fait mon coaching. Je suis prête pour la retraite et j'ai plein de projets, comme vous pouvez le voir. C'est accompagner les femmes qui, comme moi, ont eu, ou ont encore, parce qu'elles y sont, à se poser des questions sur comment avancer, comment réussir, être satisfait, et ne pas s'oublier. Parce que les femmes, nous oublions souvent. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes qui se sont oubliées ces derniers temps? Alors, en fait, mes messages, même s'ils sont orientés pour les femmes, c'est des messages qui concernent aussi les hommes. Parce que parfois, nous ne partageons pas assez avec les hommes ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Donc, les hommes qui sont dans cette salle, moi je suis heureuse d'en voir quelques-uns,
C'est aussi pour leur dire, voilà ce que nous vivons comme femmes, et créer des complicités au niveau de votre couple. Impliquer l'autre. Moi, j'ai eu de la chance, si je puis dire, d'avoir quelqu'un avec qui je suis très complice. C'est vrai, nous nous sommes connus très tôt, on avait 20 ans. Ça fait 44 ans que nous sommes, non, 42 ans que nous sommes voilà, ensemble. Ça crée des complicités, ça crée une, je dirais pas fusion, une grande complicité, et ça c'est important. Donc voilà, vie de femme, pas évidente en fait. Et moi je suis très heureuse de pouvoir partager ce parcours parce que je sais d'où je viens. Je viens de loin. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais quand j'ai échoué, j'ai redoublé ma première, j'ai raté mon bac, et que j'ai raté ma première année de pharmacie, j'aime autant vous dire que je ne la ramenais pas. Donc c'est aussi le message pour vos enfants. S'ils trébuchent, faites-leur encore confiance. Moi, c'est ce qui m'a sauvée. Donc voilà l'essentiel sur mon parcours. Aujourd'hui, je démarre autre chose. C'est riche. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Je ferai ce qui viendra, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. Mais c'est important d'avoir une longue liste pour pouvoir apprécier l'ouverture qu'on a devant soi. Et comme je le dis, on n'a pas besoin d'attendre la retraite pour s'épanouir. On n'a pas besoin. Alors, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de dire que quand j'ai commencé mes études et à travailler, je ne savais pas que je pouvais faire autre chose à côté, avant, très récemment. Parce qu'on a été formaté pour faire des études, travailler 40 ans et prendre la retraite. Alors qu'en fait, on peut aussi avoir des vies parallèles, si je puis dire. Donc le but, ce n'est pas forcément d'arrêter de travailler, ça c'est chacun qui décidera. Mais vraiment, c'est important de se rendre compte qu'on peut faire les deux. Et en général, ça vous épanouit, ça vous apporte personnellement. Et ça vous permet de tenir la partie difficile. Donc voilà le petit tour sur mon parcours. Il est intéressant parce qu'en fait, il m'a permis de déterminer 5 ingrédients que je considère être indispensables pour aller vers l'épanouissement. Et ces 5 ingrédients, c'est ce que moi je retiens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien de figé. Trouvez vos 5 ingrédients, ou plus ou moins, et faites-le à votre sauce. Mais sachez qu'il y a des choses qui peuvent vous aider. Donc voilà, mon épanouissement attitude avec ces 5 ingrédients qui sont, le premier, être un phénix. Alors le phénix, c'est cet animal qui renaît de ses cendres. Dans la vie, les coups sont présents. Ce qu'on reçoit, ce qu'on donne parfois. Mais le propre de la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les coups, parfois on peut les éviter, parfois pas. Ce qui est important, c'est quand on a un genou par terre, de savoir qu'on peut se relever. Mais se relever ne suffit pas. Se relever ne suffit pas. Il faut encore ajouter quelques épices. Quelque chose pour vous booster. Se relever pour faire des choses. Être un phénix. J'aime beaucoup cette idée de renaître de ses cendres. Parce qu'en fait, on naît une fois, une première fois, et après c'est de la renaissance. Et en fait, c'est quelque chose qu'on décide et c'est quelque chose dont on donne l'orientation.
C'est là où c'est puissant. Le deuxième ingrédient, c'est la foi en soi. C'est 3 choses, la foi en soi, le choix et l'action. La foi en soi, c'est quoi? C'est d'abord se connaître, savoir qui on est, connaître son identité, connaître ou détecter ses talents. C'est connaître ses forces, parce que c'est sur ça que nous allons nous baser pour avancer. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Le choix, c'est de décider. Ce n'est pas les autres qui décident pour vous. Jusqu'à un certain âge, c'est normal, les parents décident pour vous. Mais il y a un moment où c'est vous qui décidez. Et vous êtes responsable, j'irais même jusqu'à dire seul responsable. Et le 3e point, c'est l'action. Se connaître, c'est bien. Décider, choisir, c'est bien. Mais il faut passer à l'action. C'est le seul moyen de transformer ses rêves en réalité, d'essayer de se rapprocher de ses rêves. Alors, je ne sais pas si parmi vous, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont lu L'Alchimiste, qui connaissent. Oui? Alors, L'Alchimiste, je l'avais lu il y a quelques années, puis je l'ai relu il y a 2 semaines, en 2 nuits. Et en fait, on parlait de la légende personnelle. Donc, c'est de se créer sa voie et de vivre ce qui est de, je sais pas, c'est le destin. Mektoum, c'est le destin. Hein. Quand j'ai lu ce livre, j'étais transportée. Je l'avais déjà lu, hein, mais bon, on lit différemment avec quelques années d'écart. Je me suis assise sur mon lit et puis je me suis dit, waouh, c'est puissant. Et je me suis dit, je vais écrire ma légende personnelle. Je suis très contente. Et puis il y a une petite voix là-haut qui me dit, mais non Marie-Bernard, mais non Mabé. Pourquoi non? Je décide d'écrire ma légende personnelle. La voix me dit non. Et je dis pourquoi? Parce que je suis une femme, un peu susceptible, parce que je suis noire. Mais pourquoi ne pourrais-je pas écrire ma légende personnelle? Et la voix me dit parce que, en fait, tu as déjà commencé à écrire ta légende personnelle. Ah, c'est vrai. Vous savez, mon message par rapport à cette histoire, c'est de dire qu'on ne refait pas sa vie. On la continue. On peut la continuer autrement. Et j'ai réalisé que ça faisait longtemps, plusieurs années, que j'avais du plomb et que j'étais en train de transformer en or. C'est ce qu'on retrouve dans l'alchimiste. C'est ce que font les alchimistes. Voilà. Ce petit moment avec moi-même m'a conforté sur le fait qu'il fallait que je continue d'écrire ma légende personnelle. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus disponible pour m'occuper de moi. Mais, je le répète, n'attendez pas la retraite pour écrire votre légende personnelle, parce qu'elle est déjà en train de s'écrire. Enrichissez-la, faites-en quelque chose qui vous ressemble. Je suis très émue d'en parler parce qu'en fait, aujourd'hui, les personnes qui m'ont mise sur cette route ne sont pas là. Mais ce n'est pas grave. Ces personnes sont en moi. Et puis sur ma route, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée. Oui. Oui, tanti. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée. Et c'est important. Toujours l'environnement. Un environnement positif. Des gens qui vous aident, qui vous écoutent, qui vous appellent, avec qui vous pouvez discuter. Donc voilà,
la foi en soi, le choix, l'action. C'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est de vivre sa vie en acteur et non comme figurant. C'est en fait d'exprimer son jeu. Nous avons tous ici une éducation qui nous dit, quand on parle de soi, qu'on n'est pas modeste, qu'on est égoïste. En fait, il faut comprendre que exprimer son jeu, ce n'est pas contre les autres, c'est avec les autres. Donc, soyons à l'aise pour exprimer notre jeu. Soyons à l'aise pour ne pas nous laisser manipuler par les autres. Soyons acteurs de notre vie. Ne soyons pas un figurant. Ne soyons pas la personne qu'on déplace et qui n'a pas son mot à dire. Décidons. Je. Et vous vous rendrez compte que chaque fois que vous faites quelque chose qui vous correspond, vous réussissez mieux, ou du moins vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, tout court. Et c'est déjà énorme. Donc ça, c'est le troisième ingrédient. Il me reste combien de temps? Alors, le quatrième ingrédient, c'est que les plus belles batailles sont celles qu'on a su éviter. Alors ça vient du Kung Fu, j'en ai pas fait, mais j'aime bien les arts martiaux pour tout ce que je l'entends dire. Et je vois des personnes qui font du Kung Fu, comment elles sont. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, la vie est peut-être, j'allais dire un combat, c'est ce qui se dit, mais tout dépend de comment on le voit. Dans la vie, il faut effectivement parfois faire face à des personnes avec qui ça se passe moins bien. L'idée de ce quatrième ingrédient, c'est que quand l'horizon s'assombrit, quand il y a des nuages, c'est de trouver le petit espace de temps où on peut encore agir avant que ça passe à l'orage. Il y a toujours un moment où on peut encore sauver les choses. L'idée, c'est de ça. C'est d'éviter les batailles, parce qu'en fait, on y met beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas que ça. C'est aussi que dans une bataille, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et quand on évite la bataille, en fait, il y a deux gagnants. Il y a deux gagnants. Voilà le sens de ce quatrième ingrédient. Les plus belles batailles sont celles qu'on a su éviter. Alors, le cinquième ingrédient, c'est l'ouverture au bonheur. Il faut juste savoir que le bonheur, c'est quelque chose qu'on porte en nous et que c'est à nous de le cultiver. Cultiver le bonheur, c'est s'ouvrir aux autres. Cultiver le bonheur, c'est de ne pas voir les différences. Et quelque part, je rêve d'un monde où les bonheurs se multiplieraient. D'un monde où, en fait, on a envie de se retrouver pour construire ensemble, pas contre les uns contre les autres. Donc, cultiver le bonheur, moi, je mets quelque chose de fort, qui sont les origines et les racines. Quand on regarde bien, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bonheur est en nous. C'est notre force de cultiver le bonheur parce que dans nos racines, dans nos origines, il y a tout ce qu'il nous faut pour avancer. Et il arrive qu'on se coupe les racines.
Il arrive qu'on veuille imiter des gens, qu'on veuille ressembler à des gens. Alors moi, j'ai eu des problèmes d'identité, pas savoir où j'étais, qui j'étais. Je ne savais pas parfois si j'étais blanche ou noire. C'est évident, hein, je suis noire, n'est-ce pas? Parfois on se pose la question, parce qu'on vit dans des cultures mixtées. Je ne vais pas vous faire une longue histoire sur le colonialisme, parce qu'il y a un peu de tout ça dedans, mais ce n'est pas grave. Tout ça fait partie de mon histoire aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de vous dire, même si l'idée aujourd'hui c'est de toujours avancer, sachez que vos racines sont en vous. Les racines, on ne s'en défait jamais en réalité. Et il faut en fait s'appuyer sur ces racines. Aller chercher plus profond, tout est là. Et là-dessus, je suis vraiment très reconnaissante à mes parents, à mon oncle évêque. Ils m'ont donné des valeurs. Et ces valeurs, je me rends compte qu'elles sont en moi. Il y a 4 ans environ, j'ai perdu mon père. Évidemment, j'étais triste. Mais c'est à ce moment-là que je me suis sentie messagère. Je me disais, mais c'est pas possible que les parents que j'ai ou que j'avais, j'arrive pas toujours à parler d'eux au passé, c'est comme ça, que les parents que j'ai soient partis et puis c'est tout. Non, c'est pas vrai. Je me suis sentie messagère, responsable de transmettre ce qu'ils m'ont appris. Parce que nos parents, en réalité, sont plus que nos parents. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que n'oubliez jamais d'où vous venez. Ça, c'est l'ingrédient 5. Et ça me rappelle un message que j'ai eu d'un de mes tontons, qui s'appelle Tonton Nest. Quand j'ai eu mes petits-enfants, il est un métis, français malien. Quand j'ai eu mes enfants, il est venu en France à une période, et il m'a dit, ma fille, c'est comme ça qu'il m'appelle, ma fille, chez nous au Mali, quand quelqu'un a des enfants, on dit que cette personne a du lait. Et quand cette personne a des petits-enfants, on dit qu'elle a la crème. C'est vous dire l'importance de la continuité. Et j'ai juste envie de vous dire, n'oubliez pas que vous êtes la crème de quelqu'un. Donc, prenez soin de vous. Faites ce que vous avez à faire. Soyez à l'écoute. Tous les messages sont là. Tous les signes sont là. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est encore des merci. Un merci tout particulier à Sébastien Lim, mon mentor. Je ne redirai pas tout ce qu'il m'aide à mettre en place. Un merci à vous, parce que si vous n'avez pas été là, il n'y aurait pas eu de conférence. Donc je vous remercie de partout d'où vous venez. Et j'ai fait mes merci. Alors, je ne vais pas trop oser les accents, mais pourquoi pas? Allez, on s'amuse. Shukran, Orkum, en cambodgien, je ne sais pas si c'est comme ça. Alors, en chinois, j'ai vu sexy, comment on dit? Sexy. Comment on dit? Xie xie. Ah, c'est joli.
Sie. Voilà. Arigato. Ça, voilà. Anikie. Comment on dit en bamba? Anitié. D'accord, Anitié. Kuche, pour les Yoruba, dont je suis un peu aussi. En roumain, j'oserais pas prononcer, je me suis entraînée. Comment on dit? Moltumex. Je me suis entraînée, je me dis je veux le faire, mais c'est vrai? Ben voilà. Ouais. Et puis alors, Djeredjef, parce qu'il y a quelques Sénégalaises ici présentes, dont moi-même quelque part, hein, je suis née au Sénégal après tout, je revendique un peu. Et puis, c'est classé par ordre alphabétique, ça se termine par le Akpé du Togo. Donc je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis très touchée.